Corridors libérés et calme revenu à Abidjan, Boaké et Korogo, des soldats ont manifesté dans la matinée leur mécontentement. À Diaké, dans la région du sud de Komoé, ils ne sont pas scolarisés, ne jouent pas comme de vrais enfants. Des gamins sont utilisés quotidiennement pour transporter de lourdes charges. Enfin, la Chine commémore aujourd'hui le tremblement de terre meurtrier du Sichuan. Le 12 mai 2008, plus de 70 000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Des cas de tirs sporadiques ont été enregistrés aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Abidjan, Boaké et Korogo, des soldats sont descendus dans les rues pour protester contre le renoncement aux exigences financières formulées lors de la mutinerie de janvier dernier. À noter que le calme est revenu peu à peu dans ces zones. Au cours de la journée, les corridors ont été libérés. Le 3. À Diaké, dans la région au sud-est du pays, la situation de certains enfants est jugée alarmante car ils ne sont pas scolarisés. Ces gamins transportent des marchandises lourdes à l'aide d'une brouette et l'entreposent dans les pinasses des commerçants. Un travail physiquement éreintant pour de si jeunes enfants. Les explications de Koné Pargassoro. Le jour vient à peine de se lever sur la ville d'Adiaké. Sur la lagune Abi, des pinasses, des pirogues à pagaie et à moteur transportent des commerçants et des marchandises. Une fois accostés sur le quai du bureau lagunaire, ces embarcations sont déchargées par des chauffeurs de taxi cherchant la clientèle. Parmi eux, des enfants de moins de 14 ans. Le petit Jean-Jacques, 13 ans, a abandonné les cours au CE2 en 2016 pour s'adonner à cette activité. Ce qui lui permet, selon ses dires, de se faire un peu d'argent et aider également sa famille. Je gagne un peu immensement, je gagne pour manger. Pour cela, le matin, je suis ici pour travailler. Les parents savent ça. Ils savent que moi, je travaille ici, ils gagnent là, ils les donnent aussi. Comme Jean-Jacques, Jean-Marie, après son entrée en 6e à Abidjan, s'est retrouvé à Adiaké comme chargeur. La raison. Quand il était à Abidjan, il y a eu mon entrée en 6e là. On dit qu'ils vont me retirer à la-bas. Mais maman dit qu'à la base, ça ne l'arrange pas quand on dit 36 000 et quelques. Elle dit qu'elle, ça ne l'arrange pas quand elle parle. Qui d'attendre? Là, d'attendre quand on dit, c'est mon rebattu. À ce bureau lagunaire, de nombreux enfants dont l'âge varie entre 8 et 14 ans s'adonnent à cette activité. Une activité trop dure pour leur morphologie, décriée par certaines personnes, mais aussi par le président des chauffeurs de taxi d'Adiaké. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui ne loue pas une maison, qui n'a pas de besoin comme il se doit, viennent au bord à 4 h du matin pour suivre la marchandise, pour moyennant quelque chose, 50 francs, 100 francs, alors que les parents sont là. Après le déchargement des pinasses et des pirogues et le chargement des taxis, direction le grand marché d'Adiaké. Là encore, ces enfants chargés de marchandises basculent vers une autre réalité, celle des transporteurs de bagages dans les brouettes. Nous sommes mercredi, jour de marché à Adiaké. Silver, 10 ans, en classe de CM1, doit obligatoirement obtenir de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il préfère donc sacrifier ses cours de mercredi. Au lieu de l'école, moi je viens travailler pour avoir un peu d'argent, pour aider ma parents. Parmi ces enfants transporteurs de bagages, certains sont déscolarisés et d'autres non scolarisés. C'est le cas du petit Yves Kwame, 11 ans. Mes parents m'ont jamais mis à l'école. Ça, je me débrouiller à manger. Des activités qui, selon eux, leur procurent par jour 2000 à 2500 francs CFA. Ils sont encouragés par certains parents et commerçants. J'ai un fils qui vient se débrouiller samedi, dimanche. Il vient décharger pour payer uniquement que ces choses dans ses besoins, ces petits trucs. Bon, moi je n'ai rien contre. Je pense que les jeunes là se débrouillent un peu bien, mais s'ils font ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité ici. Donc ils se débrouillent la pêche et puis décharger des trucs. Je les encourage de prendre mes bagages parce que ça les aide aussi d'aider les parents à la maison. Les autorités administratives de la localité se disent indignées par cette situation. Elles en appellent à la responsabilité des parents. C'est un phénomène que nous avons remarqué, mais auquel nous essayons de faire face. Parce que le gouvernement a lancé la politique de l'école obligatoire. Donc on essaie de rattraper
un tant soit peu également ces enfants qui sont en train progressivement de sortir du système scolaire. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Adiaké et le directeur du centre social, cette situation est alarmante. Nous allons rencontrer les enfants. Ils vont nous indiquer leurs parents et puis sensibiliser les parents pour que ces enfants retournent à l'école. Le chef central du village d'Adiaké, lui, veut initier dans les jours à venir une grande rencontre avec les populations sur la question. Ils doivent savoir écrire, c'est pourquoi on va voir les parents pour leur dire de faire partie de ces enfants à l'école. Le temps qu'une solution soit trouvée à ces phénomènes, Jean-Jacques, Jean-Marie, Saint-Sylvain, Yves Kwame et leurs amis continuent d'abandonner les cours au détriment des activités des chargeurs, des pinasses et des pirogues, mais également de portefeuilles à l'aide de brouettes. Les enfants de Kwekro-Djéou dans la région de Bouaké, eux, sont mieux lotis. La raison, les cadres de cette localité s'attellent à achever la construction de l'école primaire publique. On en parle avec Walter Amadou Ouattara du RTI Bouaké. Des enfants à l'école avec des tabourets, des bancs de fortune servant de table. Nous sommes à Kwekro-Djéou dans la sous-préfecture de Sakassou. Si ces écoliers ont quitté la paillote pour se retrouver dans un bâtiment moderne, ils ne sont pas pourtant sortis de l'auberge. Notre effectif, nous avons 160 élèves, dont 87 filles. Le bâtiment est encore inachevé. Lorsqu'il y a la pluie, nous sommes exposés, il faut arrêter les cours. Pas de table-banc, donc ça fait que chaque enfant, le matin en venant, il prend son tabouret avec un banc comme support. Nous essayons de faire avec. Nous souhaitons que les bonnes volontés puissent venir nous aider. Heureusement, l'appel de la directrice de l'EPP Kwekro-Djéou est attendu par un fils du village qui manifeste ainsi le désir de créer les conditions de bon apprentissage pour ces jeunes écoliers. Mais on s'est rendu compte que l'école était en manque aussi de bancs. Les enfants n'avaient pas sur quoi s'asseoir. Nous avions décidé donc d'accompagner déjà le village à hauteur d'1 million de francs pour leur permettre déjà de commencer par faire les bancs. Mais nous reviendrons pour finir le reste des bancs. Kwekro-Djéou est une localité née de l'union des villages de Kwekro et Djéou. Ce village a entrepris depuis 4 ans la construction de son école primaire publique à travers des cotisations individuelles. 8 millions de francs CFA ont été recueillis. Résultat, un établissement scolaire de 3 salles de classe plus bureau de directeur a vu le jour. Les moyens étant vraiment limités, nous avons essayé de joindre Save the Children pour qu'ils puissent nous aider. Et encore, nous leur disons merci. On a pu mettre la toiture avec le geste encore de M. Bagdi pour achever les travaux. Outre le problème de l'école, les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité constituent des préoccupations pour Kwekro-Djéou, peuplé de 1200 âmes. Ebola de retour en République démocratique du Congo. Une épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée dans la région nord-est du pays. 3 morts depuis le 22 avril dernier, selon l'Organisation mondiale de la santé. La dernière apparition d'Ebola en RDC remonte à 2014. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement 49 morts. C'est une découverte de taille en Afrique du Sud. Le squelette d'Homo naledi, ancêtre lointain de l'homme découvert par des paléontologues américains il y a quelques années, a enfin été daté. L'Homo naledi est finalement beaucoup plus jeune que prévu. Il aurait vécu il y a 200 000 à 300 000 ans. François Hollande s'apprête à quitter la scène présidentielle en France lors de la traditionnelle passation de pouvoir qui aura lieu le 14 mai prochain. François Hollande va remettre les clés de l'Élysée à son successeur Emmanuel Macron. Mais pour l'heure, quel est le bilan du président sortant? On en parle dans ce document. C'est un bilan en demi-teinte que laisse François Hollande. 5 années marquées par une lutte contre le chômage et une vague d'attentats djihadistes sans précédent. François Hollande l'avait promise pour 2013, l'inversion de la courbe du chômage s'est produite 3 ans plus tard. En 2016, le taux de chômage a baissé de 0,4%, mais il reste massif, touchant 9,7% de la population active. Le dispositif d'allègement des charges des entreprises, le CICE, qui leur a fait économiser 41 milliards en 2017,
est resté sans grand effet sur l'emploi, alors que les ménages ont bénéficié d'un rabais de 6 milliards depuis 2014. La croissance est restée terne. En 2016, elle a atteint 1,1 contre 1,7% dans les pays de la zone euro. En 2017, le déficit public devrait encore dépasser la barre des 3% exigée par Bruxelles. Censée améliorer la compétitivité des entreprises, la loi El Khomri, passée en force avec le 49.3, a suscité l'opposition des syndicats et d'une partie de la majorité. Après les attaques terroristes, le gouvernement a renforcé l'arsenal législatif. L'état d'urgence est décrété depuis le 13 novembre 2015 et 9000 postes dans les forces de l'ordre ont été créés. On retiendra aussi des années Hollande le mariage pour tous, un nouveau droit pour les couples homosexuels, ainsi que le succès de l'accord de Paris lors de la COP 21. Enfin, sur le plan international, François Hollande s'est mué en chef de guerre en déployant des opérations au Sahel, en Centrafrique, en Irak et en Syrie. Le Yémen se bat contre une importante épidémie de choléra. Le pays, déjà ébranlé par la guerre, enregistre 58 morts en moins de 2 semaines, annonce faite par les Nations Unies. Difficile d'oublier ces nombreux morts, blessés et disparus dans le tremblement de terre survenu le 12 mai 2008 dans le Sichuan, province du centre-est de la Chine. Plus de 70 000 blessés, environ 18 000 disparus, plus de 350 000 blessés et de nombreuses maisons détruites. La Chine commémore aujourd'hui la catastrophe du Sichuan. Ami Koulibaly. Le séisme de 2008 a touché la province de Sichuan en Chine le 12 mai 2008 à 14h28 4 secondes heure locale. La secousse initiale a eu une magnitude de 7,9 à 8,3. Son épicentre était localisé dans le xian de Wenxua, situé dans la préfecture autonome tibétaine, et Kiangdaba. Le bilan de cette catastrophe est de plus de 70 000 tués, 18 000 disparus, 374 000 blessés et d'innombrables constructions détruites. Le 12 mai 2008, l'est du plateau tibétain a glissé brusquement de plus de 5 mètres, chevauchant un peu plus le bassin de Sichuan. La rupture s'est produite à une dizaine de kilomètres de profondeur sur la faille de Bechuan au niveau de Longbenshon. Elle s'est ensuite propagée vers le nord sur environ 200 kilomètres. Le tremblement de terre s'est propagé non seulement dans différentes villes chinoises telles que Shanghai et Beijing, mais aussi dans d'autres métropoles asiatiques comme Taipei et Hong Kong. Il a été ressenti jusqu'à la capitale thaïlandaise de Bangkok, située pourtant à plus de 1900 km au sud de son épicentre. Il s'agit du séisme le plus meurtrier connu en Chine après celui de Tangshan survenu en 1976 qui avait engendré plus de 240 000 pertes en vie humaine. Selon des chiffres de l'agence Chine Nouvelle, 354 045 édifices ont été détruits au Sichuan, la province du sud-ouest qui a été de loin la plus gravement touchée, et 367 854 dans toute la Chine, dont 6 898 établissements scolaires, prenant au piège des milliers d'enfants et d'enseignants. En raison de la politique de l'enfant unique, beaucoup de familles ont perdu leur enfant unique quand les écoles de la région se sont effondrées au cours du tremblement de terre. En conséquence, les fonctionnaires locaux de la province de Sichuan ont levé des restrictions pour les familles dont le seul enfant a été tué ou sévèrement blessé dans le désastre. Les prétendus enfants illégaux de moins de 18 ans peuvent être enregistrés en remplacement légaux de leurs frères ou sœurs décédés. Si l'enfant mort était illégal, aucune amende plus importante ne s'appliquerait. Le remboursement ne serait cependant pas offert pour les amendes qui ont été déjà demandées. Les pertes matérielles ont également été conséquentes, entraînant des difficultés dans les secours et l'aide à apporter à la population. Au niveau de l'économie, les pertes liées aux dégâts sont estimées entre 120 et 180 milliards d'euros. Par ailleurs, d'importants coûts ont dû être supportés par le pays afin de trouver les moyens mis en œuvre pour faire face à la reconstruction et aux soins médicaux nécessaires. Voilà, excellente fin de semaine à tous sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.